Avez-vous déjà ressenti une paralysie due à la peur de faire une erreur? Avez-vous déjà regardé dans le miroir et ne pas reconnu la personne en qui vous croyiez autrefois? Le manque de confiance est une prison invisible qui nous empêche de réaliser notre véritable potentiel. Mais voici la vérité, la confiance n'est pas un talent inné, c'est une compétence que chacun peut développer avec les bonnes étapes. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que vous devez faire pour restaurer votre confiance en vous et ainsi transformer complètement votre vie. Dans cette vidéo, nous examinerons 12 stratégies puissantes qui vous aideront à retrouver votre confiance, à surmonter le manque de confiance et à prendre le contrôle de votre voyage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir du contenu qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même. Commençons par la première étape. Premièrement, comprenez que la confiance est une compétence. Beaucoup de gens pensent que la confiance en soi est un trait de personnalité fixe, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Cependant, cette vision est limitée et, dans la plupart des cas, incorrecte. La confiance n'est pas un don accordé à quelques chanceux, c'est essentiellement une compétence qui peut être développée et renforcée avec le temps, tout comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou parler une nouvelle langue. Votre confiance grandit avec la pratique, la persévérance et, surtout, l'action. Plus vous pratiquez cette compétence, plus elle devient naturelle. La première grande erreur que commettent la plupart des gens est d'attendre de se sentir en confiance avant d'agir. Ce type de pensée est un piège. La confiance ne précède pas l'action, elle naît précisément de l'acte d'agir. Chaque fois que vous vous lancez un défi, sortez de votre zone de confort et affrontez un nouvel obstacle, vous renforcez cette compétence. N'attendez pas de vous sentir en sécurité pour commencer, il n'y a pas de moment parfait. Le courage naît sur le champ de bataille, pas avant le début de la bataille. Les stoïciens comme Sénèque et Épictète comprenaient profondément cette dynamique. Épictète enseignait que nous n'avons pas le contrôle sur les circonstances extérieures, mais nous avons un contrôle total sur notre réaction à celles-ci. La confiance, du point de vue des stoïciens, ne dépend pas des autres ou des conditions extérieures, mais de notre préparation intérieure à agir malgré les difficultés. Pour un stoïcien, il n'a pas d'importance si le scénario n'est pas clair, ce qui compte, c'est l'engagement envers des actions justes, le devoir et le progrès personnel. Lorsque vous adoptez cette philosophie, vous comprenez que la confiance n'est pas un sentiment de vie, c'est une attente qui dépend du lendemain et gaspille le présent. En appliquant ce principe à la confiance, nous comprenons que la peur de l'échec et l'attente de la bravoure sont en réalité des distractions qui nous éloignent du présent. Si vous voulez être confiant, vous devez agir aujourd'hui, ici et maintenant. Ce qui est important, ce n'est pas le sentiment de sécurité, mais la manifestation constante de vertu, y compris le courage et la détermination. En plus de la philosophie stoïcienne, la neurobiologie soutient cette idée. Les recherches montrent que lorsque nous affrontons de petits problèmes quotidiens, nous créons de nouvelles connexions neuronales. Chaque pas hors de la zone de confort, chaque situation inconfortable à laquelle nous sommes confrontés, reconfigure le cerveau pour interpréter l'inconnu non pas comme une menace, mais comme une opportunité de croissance. Ainsi, la pratique constante d'actes courageux, même petits, crée avec le temps une base solide de confiance. Un autre point important est l'impact de nos choix quotidiens sur le développement de cette compétence. Lorsque nous évitons des situations difficiles par peur de faire une erreur, nous entraînons en réalité notre esprit à l'insécurité. L'habitude de fuir les difficultés envoie un signal au cerveau indiquant que nous ne sommes pas capables de gérer le défi. En revanche, lorsque nous affrontons l'inconfort, même la peur, nous envoyons un signal clair, je suis capable de gérer cela. Cette répétition transforme avec le temps la peur en force et le doute en confiance. La confiance en soi est également nourrie par les connaissances. Lorsque nous nous consacrons à l'apprentissage, à la compréhension approfondie d'un domaine ou d'une compétence, nous ressentons un sentiment naturel de sécurité. Cela se produit parce que la connaissance apporte de la clarté, plus vous en savez sur un sujet, moins vous avez peur. Investissez donc dans un apprentissage continu, lisez, explorez, posez des questions. Les connaissances n'élargissent pas seulement votre horizon, elles renforcent également votre foi en vos propres capacités. De plus, la pratique de l'autocontrôle, enseignée par les stoïciens, joue un rôle fondamental. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, en particulier la peur, vous devenez capable d'agir avec confiance même face à des situations difficiles. La peur ne disparaît pas, mais elle perd sa force. La véritable confiance naît de ce self-control, de cette capacité à agir clairement même sous pression. Enfin, souvenez-vous,
La confiance ne naît pas de la perfection, mais de la volonté d'essayer, de faire des erreurs et d'apprendre. Plus vous agissez, plus vous devenez sûr de vous. Vous n'avez pas besoin de vous sentir en confiance pour agir, mais vous devez agir pour devenir confiant. Deuxièmement, brisez le cercle vicieux de l'autosabotage. Le dialogue intérieur négatif comme « je ne suis pas assez bon, je vais échouer », ça ne sert à rien d'essayer et est plus répandu qu'il n'y paraît. Le problème est que ce type de pensée nourrit votre esprit avec l'échec. La confiance en soi ne se détruit pas du jour au lendemain, jour après jour, elle est érodée par des pensées autodestructrices qui deviennent silencieusement une vérité absolue. L'esprit humain a une tendance naturelle à la négativité, un héritage évolutif qui, dans le passé, aidait nos ancêtres à survivre. Le cerveau cherche toujours à identifier les menaces possibles pour se préparer. Dans le monde moderne, lorsque nous répétons des schémas de pensée comme « je ne peux pas »,« je suis incapable », nous renforçons ces croyances dans notre subconscient. La première étape pour briser le cercle vicieux de l'autosabotage consiste à reconnaître ces pensées, puis à les remettre en question. Les stoïciens comprenaient la puissance que la pensée exerce sur l'esprit. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre interprétation de ceux-ci. Lorsque nous nous disons que nous sommes incapables, nous réagissons non pas à la réalité, mais à l'image déformée que nous en avons créée. Une erreur ne définit pas votre compétence, un échec ne définit pas votre valeur. Le stoïcisme nous enseigne à séparer ce qui est sous notre contrôle, nos pensées et actions, de ce qui ne l'est pas, et le cercle de l'autosabotage est quelque chose que nous pouvons changer. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cette phrase résume le principe fondamental pour briser l'autosabotage, nous devons surveiller ce que nous pensons. Au début, les pensées négatives peuvent sembler inoffensives, mais avec le temps, elles deviennent un modèle toxique qui sape notre confiance en nous. Les stoïciens conseillaient d'examiner quotidiennement leur esprit, de remettre en question les croyances irrationnelles et de les remplacer par des pensées basées sur la réalité. Ce n'est pas une pensée positive naïve, mais une analyse logique. Y a-t-il des preuves réelles que je suis incapable, ou est-ce juste la peur qui parle? Lorsque vous vous permettez de croire, en pratique, vous évitez l'inconfort associé aux tentatives et aux échecs. L'autosabotage est souvent un déguisement pour la fuite. Le cerveau préfère le connu, même si cela signifie la stagnation, plutôt que de se confronter à l'inconnu. Mais le développement personnel exige que vous affrontiez cette peur. L'échec, contrairement à ce que nous imaginons, n'est pas une confirmation de l'incompétence. Chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, même si vous n'obtenez pas le résultat souhaité, vous envoyez un signal puissant à votre cerveau, « Je suis capable d'apprendre et de m'adapter ». L'autosabotage est également alimenté par la comparaison constante avec les autres. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux nous bombardent de vies apparemment parfaites, mais le stoïcisme nous rappelle une vérité simple, comparez-vous uniquement à celui que vous étiez hier. Le progrès personnel est le seul paramètre acceptable. Se concentrer sur les succès des autres peut être inspirant, mais une comparaison excessive paralyse. Chacun a sa propre trajectoire unique, et votre voyage ne doit pas suivre le rythme des autres. Troisièmement, transformer l'échec en enseignant. L'échec est un mot qui, pour beaucoup, a un poids énorme. La peur de l'échec peut paralyser, empêcher de nouvelles tentatives et alimenter l'insécurité. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à associer l'échec à l'incompétence, à la honte et à quelque chose à éviter à tout prix. Cependant, cette perspective est erronée et limite notre croissance. L'échec est en réalité l'un des enseignants les plus précieux de la vie. Lorsque nous considérons les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage, nous commençons à les utiliser comme des marches vers le succès plutôt que comme des murs infranchissables. Il n'y a pas d'échec en soi, mais une leçon, une opportunité d'analyse et de croissance. Le problème survient lorsque l'échec est considéré comme un verdict définitif sur nos capacités. Cette croyance alimente la peur et renforce l'insécurité. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui réagissent à l'échec avec curiosité, se demandant « Que puis-je apprendre de cela? Que dois-je ajuster? Comment puis-je m'améliorer ?» Cette attitude transforme la peur de faire une erreur en un désir de se développer. Les stoïciens comprenaient que l'échec n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Épictète disait « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais notre opinion sur elles. » Dans le contexte de l'échec, cela signifie que ce n'est pas l'échec lui-même qui nous fait mal, mais le sens que nous lui donnons. Lorsque nous considérons une défaite comme une preuve d'incapacité, nous ressentons de la honte et de la déception.
Mais si nous l'interprétons comme faisant partie du chemin naturel vers tout accomplissement, nous commençons à le voir avec plus de sérénité. L'échec ne définit pas qui nous sommes, il reflète simplement une tentative qui n'a pas donné le résultat attendu. Un autre grand penseur stoïcien disait « L'obstacle est le chemin ». Cette simple phrase contient une grande sagesse, les difficultés, les chutes, les échecs font tous partie de la formation du caractère et des compétences. Éviter l'échec signifie éviter l'apprentissage. Le stoïcisme nous enseigne qu'en acceptant les difficultés et les erreurs comme inévitables, nous développons une pensée résiliente. Celui qui ne vacille pas face à l'échec, mais l'étudie, le comprend et l'utilise comme tremplin pour réessayer avec plus d'intelligence et de maturité, incarne cette approche stoïcienne. Cette perspective est soutenue par la neuroscience moderne. Des recherches montrent que le cerveau apprend plus profondément lorsqu'il traverse des situations d'erreur. Le processus d'essai et d'erreur renforce les connexions neuronales liées à l'apprentissage. Chaque fois que vous vous permettez d'échouer, puis que vous réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour mieux gérer les problèmes futurs. Ainsi, la peur de l'échec ne limite pas seulement vos actions, mais empêche également le développement cérébral nécessaire pour devenir plus compétent. Malheureusement, beaucoup de gens vivent prisonniers du besoin de perfection. Le perfectionnisme est l'un des plus grands ennemis de la confiance en soi, car il crée une attente irréaliste de succès constant. Cependant, la vie, par nature, est imprévisible. Peu importe à quel point nous planifions, nous ferons des erreurs. La différence réside dans le fait que ceux qui acceptent l'erreur avec humilité grandissent, tandis que ceux qui l'évitent restent immobiles. L'échec n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle tentative plus consciente et améliorée. Un autre point important est l'influence de l'environnement sur la perception de l'échec. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux montrent principalement les triomphes des autres, rarement les échecs. Cette vision partielle crée l'illusion que le succès et la confiance émergent de manière linéaire et inébranlable. Cependant, derrière chaque réalisation se cache une série d'échecs, d'ajustements et de nouveaux départs. Prendre conscience de cette réalité réduit la tension et nous permet d'agir avec plus de courage. Pour transformer l'échec en enseignant, il est nécessaire de développer la capacité d'auto-analyse. Au lieu de regretter une tentative ratée, demandez-vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement, que pourrais-je faire différemment, quelles compétences dois-je affiner? En notant ces réflexions et en les répétant avant une nouvelle tentative, vous rendez le processus d'apprentissage plus structuré et efficace. Chaque échec, lorsqu'il est compris, apporte une leçon qui sera utile à l'avenir. Enfin, souvenez-vous que l'échec ne peut vous paralyser que si vous le permettez. Lorsque vous acceptez que les obstacles font partie du voyage et que l'apprentissage est continu, vous cessez de craindre les chutes. La confiance n'est non pas de l'absence d'erreur, mais de la certitude que vous êtes capable d'apprendre d'elle. Quatrièmement, prenez soin de votre posture et de votre langage corporel. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes entrent dans une pièce et, sans dire un mot, attirent les regards et dégagent une présence impressionnante? Ce n'est pas un hasard. La posture et le langage corporel sont des formes puissantes de communication, même silencieuses. Ils influencent non seulement la façon dont les autres nous perçoivent, mais surtout comment nous nous percevons nous-mêmes. La confiance en soi n'est pas seulement une question interne, elle se reflète dans le corps, et la manière dont nous utilisons notre corps peut à son tour façonner nos pensées et nos émotions. Des études scientifiques prouvent que la position du corps a un impact direct sur le cerveau. Lorsque nous courbons les épaules, baissons la tête et croisons les bras, nous activons des circuits cérébraux associés à l'insécurité et à la peur. En revanche, en adoptant une posture droite, les épaules en arrière et le regard à l'horizon, le cerveau libère des hormones associées à la confiance et au contrôle. Ainsi, un simple ajustement de votre posture peut changer votre état émotionnel presque instantanément. Les stoïciens comprenaient déjà cette relation entre le corps, l'esprit et les émotions. Épictète enseignait que nous devons toujours maintenir une posture digne, car la manière dont nous tenons notre corps reflète notre attitude envers la vie. Pour les stoïciens, la posture n'était pas seulement une question esthétique, mais un reflet de la force intérieure. Lorsque vous vous tenez fermement sur vos pieds, vous indiquez à vous-même et au monde que vous êtes prêt à affronter les défis avec courage. En fin de compte, le corps ne ment pas. Une posture forte est le premier pas vers une confiance intérieure forte. Les réflexions d'Épictète disaient, l'âme devient la couleur des pensées que vous nourrissez. Si vous nourrissez des pensées de faiblesse et de peur, votre posture reflètera cette attitude. Mais si vous cultivez des pensées de force et de courage, votre posture s'alignera naturellement avec cette mentalité.
Le stoïcisme nous enseigne à agir avec dignité en toutes circonstances, indépendamment de la difficulté. Une posture droite doit refléter cette détermination. En maintenant votre corps dans une position verticale et avec un regard fixe, vous ne montrez pas seulement de la confiance aux autres, mais vous confirmez également intérieurement votre foi en vos propres capacités. En plus de la philosophie stoïcienne, la psychologie moderne renforce cette relation. Restez quelques minutes dans une posture de pouvoir, par exemple debout avec les mains sur les hanches et la poitrine ouverte, augmente considérablement le sentiment de confiance en soi. Cela se produit parce que le cerveau interprète la posture comme un signal de contrôle et commence à libérer plus de testostérone, l'hormone associée à la force, et moins de cortisol, associé au stress. L'importance du contact visuel est également cruciale. Lorsque nous détournons constamment le regard, nous transmettons de l'insécurité, tant aux autres qu'à nous-mêmes. Un regard ferme mais non agressif exprime la confiance en soi et le respect. Les stoïciens valorisaient le regard direct comme une manifestation d'intégrité. En fin de compte, ceux qui vivent honnêtement n'ont pas peur de maintenir un regard stable pendant une conversation. Cela n'améliore pas seulement votre communication, mais renforce également votre confiance en vous. La respiration joue également un rôle clé dans le langage corporel. Lorsque nous sommes anxieux, nous avons tendance à respirer de manière superficielle, rapide et irrégulière. Les stoïciens pratiquaient des exercices de respiration pour maintenir le contrôle émotionnel, surtout face à des situations difficiles. Une respiration profonde et consciente calme l'esprit, réduit l'anxiété et aide à maintenir une posture plus détendue et confiante. La prochaine fois que vous vous sentirez incertain, inspirez profondément, expirez lentement et ajustez votre posture. Ce simple geste peut changer votre perception du moment. N'oubliez pas que le langage corporel inclut également les gestes et les mouvements. Des gestes excessifs peuvent signaler de la nervosité, tandis que des gestes contrôlés et doux démontrent de la sécurité. Les stoïciens valorisaient la modération, y compris dans les gestes. Évitez de croiser les bras ou de bouger constamment les mains, ces mouvements révèlent un inconfort. Au lieu de cela, gardez les mains visibles et faites des gestes intentionnels. Une présence composée de gestes mesurés et d'une posture alignée transmet de la confiance. Enfin, souvenez-vous que la posture et le langage corporel ne sont pas seulement des outils externes pour impressionner les autres, ce sont des instruments internes de transformation. De la même manière que les stoïciens enseignaient que nous devons nous comporter avec dignité même dans les situations les plus difficiles, votre posture doit refléter cette résolution. Adaptez votre corps, ajustez votre esprit et regardez la vie en face. Lorsque le corps transmet de la confiance, l'esprit suit le même chemin, et une véritable confiance naît de cette harmonie. Cinquièmement, surmonter la peur du jugement. La peur du jugement des autres est une prison invisible dans laquelle des millions de personnes sont enfermées. Combien de rêves ont été abandonnés par peur du regard des autres? Combien d'opportunités ont été rejetées, combien de discours ont été réduits au silence et combien de talents ont été étouffés à cause d'une préoccupation excessive pour l'opinion extérieure? Cette peur est souvent irrationnelle, profondément enracinée dans notre nature sociale. Nous voulons être acceptés, reconnus et, surtout, éviter l'inconfort de la critique. Cependant, cette quête incessante d'approbation des autres peut nous éloigner de notre véritable essence et entraver notre croissance. Depuis les temps les plus reculés, la survie des humains dépendait du groupe. Être exclu de la société signifiait un risque réel pour la vie. Aujourd'hui, la menace physique n'existe plus, mais la peur du rejet social reste profondément ancrée dans notre subconscient. Nous devons comprendre que le jugement des autres est inévitable. Quoi que nous fassions, il y aura toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord, critiquer ou simplement ne pas aimer notre choix. La question principale est, allez-vous devenir l'otage de ces opinions ou prendrez-vous la responsabilité de votre propre vie? Le stoïcisme apporte des réponses convaincantes à cette question. Épictète enseignait que nous ne devons nous soucier que de ce qui est sous notre contrôle, et les opinions des autres ne le sont certainement pas. Il disait, si quelqu'un vous critique, souvenez-vous que ce qu'il dit en dit plus long sur lui que sur vous. Ainsi, le jugement extérieur reflète beaucoup plus les préjugés et les perspectives de celui qui juge que la réalité de qui nous sommes. Lorsque nous intériorisons cette liberté, nous cessons d'attendre l'approbation extérieure. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, approfondissait cette idée en disant « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cette phrase résume le principe fondamental pour se libérer de l'auto-sabotage, nous devons surveiller ce que nous pensons. Au début, les pensées négatives peuvent sembler inoffensives, mais avec le temps,
elles deviennent un modèle toxique qui sape notre confiance en nous. Les stoïciens conseillaient d'examiner quotidiennement leur esprit, de remettre en question les croyances irrationnelles et de les remplacer par des pensées basées sur la réalité. Ce n'est pas une pensée positive naïve, mais une analyse logique. Y a-t-il des preuves réelles que je suis incapable, ou est-ce juste la peur qui parle? Lorsque vous vous permettez de croire, en pratique, vous évitez l'inconfort associé aux tentatives et aux échecs. L'autosabotage est souvent un déguisement pour la fuite. Le cerveau préfère le connu, même si cela signifie la stagnation, plutôt que de se confronter à l'inconnu. Mais le développement personnel exige que vous affrontiez cette peur. L'échec, contrairement à ce que nous imaginons, n'est pas une confirmation de l'incompétence. Chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, même si vous n'obtenez pas le résultat souhaité, vous envoyez un signal puissant à votre cerveau, je suis capable d'apprendre et de m'adapter. L'autosabotage est également alimenté par la comparaison constante avec les autres. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux nous bombardent de vies apparemment parfaites, mais le stoïcisme nous rappelle une vérité simple, comparez-vous uniquement à celui que vous étiez hier. Le progrès personnel est le seul paramètre acceptable. Se concentrer sur les succès des autres peut être inspirant, mais une comparaison excessive paralyse. Chacun a sa propre trajectoire unique, et votre voyage ne doit pas suivre le rythme des autres. Sixièmement, développez votre compétence. La véritable confiance ne naît pas de mots vides ou de pensées positives sans action. Elle provient de la compétence, des connaissances acquises et de l'expérience accumulée. Lorsque nous savons ce que nous faisons, lorsque nous maîtrisons une compétence, notre confiance en nous devient solide et résistante à la critique. Ce processus n'a pas de raccourci. La compétence exige du temps, de la pratique et de la persévérance. Chaque étape sur le chemin de la maîtrise d'un domaine renforce notre foi en nos capacités et nous prépare à affronter les défis avec plus de confiance. Le développement de la compétence ne signifie pas rechercher la perfection, mais faire des progrès constants. L'objectif est d'élargir chaque jour les limites de nos connaissances et d'affiner les compétences nécessaires pour atteindre nos objectifs. Une pratique constante transforme un débutant incertain en un expert confiant. Si vous voulez retrouver votre confiance en vous et transformer votre vie, choisissez un domaine d'intérêt et plongez-vous dans l'apprentissage. Les stoïciens comprenaient déjà l'importance de la compétence, même s'ils utilisaient des termes différents. Épictète, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, disait « La véritable liberté s'obtient par la maîtrise de soi ». Cette maîtrise ne se limite pas aux émotions, mais inclut également les connaissances et les compétences pratiques. Pour développer la compétence, si nous voulons réussir dans quelque chose, nous ne devons pas blâmer la chance ou les circonstances. Nous devons prendre l'engagement d'apprendre, de pratiquer et de persévérer jusqu'à ce que nous maîtrisions l'art souhaité. Sénèque, de son côté, enseignait que le succès dépend de la préparation. Lorsque nous nous préparons correctement, nous affrontons les difficultés avec sérénité, car nous savons que nous avons fait notre part du travail. La peur naît souvent de l'ignorance ou d'une préparation insuffisante. Lorsque nous connaissons profondément un domaine, notre esprit s'apaise et l'anxiété cède la place à une confiance rationnelle. Ainsi, la compétence n'est pas seulement un outil professionnel, mais un pilier de la sécurité émotionnelle. Cependant, le développement de la compétence nécessite de l'humilité. La première étape consiste à reconnaître ce que nous ne savons pas. L'ego résiste souvent à ce processus parce que reconnaître son ignorance blesse l'orgueil. Néanmoins, cette humilité initiale est nécessaire pour grandir. Les stoïciens valorisaient la pratique de « je sais que je ne sais rien », non comme une déclaration d'incompétence, mais comme un rappel constant que l'apprentissage est infini. Ceux qui pensent déjà tout savoir ferment la porte à de nouvelles connaissances. Un autre point important est la cohérence. La compétence ne se construit pas en un jour ou même en quelques semaines. Il est nécessaire de développer une habitude quotidienne d'apprentissage, de pratique et de correction des erreurs. Cette répétition constante, que les stoïciens appelaient pratique délibérée, renforce les connexions neuronales responsables de la performance. Le cerveau humain est plastique, il s'adapte et réagit aux efforts continus. Donc, en choisissant un domaine à développer, engagez-vous dans la discipline, sachant que chaque minute investie dans l'apprentissage est une autre brique dans la construction de votre confiance. La persévérance face aux difficultés est également fondamentale. Aucun voyage d'apprentissage n'est linéaire, les échecs et les obstacles font partie du processus. Ici, le stoïcisme offre une perspective précieuse, l'échec n'est pas un ennemi, mais un enseignant.
Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de se décourager, analysez ce qui n'a pas fonctionné et ajustez votre approche. Les stoïciens nous enseignent que la résilience face aux difficultés distingue les forts des fragiles, et cette résilience naît de la compétence acquise au fil du temps. En plus de la pratique individuelle, la recherche de mentors et de conseils accélère le développement des compétences. Apprendre de ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter économise du temps et permet d'éviter des erreurs inutiles. Les stoïciens avaient pour habitude d'étudier la vie et les enseignements de personnages historiques qu'ils considéraient comme sages. De la même manière, rechercher des livres, des cours et des personnes qui maîtrisent votre domaine d'intérêt peut accélérer votre courbe d'apprentissage. La compétence n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi de savoir apprendre de ceux qui savent déjà. Enfin, souvenez-vous, la véritable confiance ne vient pas de discours motivationnels ou de louanges externes, mais d'un sentiment intérieur de préparation. Lorsque nous savons que nous sommes dévoués, que nous étudions et pratiquons, nous ressentons une sécurité authentique. Le stoïcisme nous enseigne que les connaissances et la compétence sont une richesse que personne ne peut nous enlever. Investissez dans votre esprit, développez vos compétences, et ainsi votre confiance deviendra une forteresse inébranlable. Indépendamment des circonstances extérieures. Septièmement, créez une identité puissante. Qui êtes-vous lorsque personne ne regarde? Quelle image de vous-même voyez-vous dans le silence de votre esprit? L'identité que nous cultivons intérieurement détermine comment nous agissons, pensons et abordons la vie. Si vous vous considérez comme faible, incapable ou indigne, vos actions reflèteront ces croyances. En revanche, si vous êtes une personne forte, résiliente et confiante, votre comportement suivra cette vision. La confiance en soi n'est non seulement des résultats extérieurs, mais surtout de l'identité que nous choisissons d'adopter. Notre esprit fonctionne sur la base de modèles et d'associations. Si nous nous étiquetons constamment avec des prophéties autoréalisatrices, notre cerveau s'efforcera de se conformer à cette identité intérieure et au comportement extérieur. Par exemple, celui qui se définit comme désorganisé aura tendance à agir de manière désorganisée. Par conséquent, la transformation commence par une reformulation de l'identité. Qui avez-vous décidé de devenir aujourd'hui? À cette question, les stoïciens avaient une compréhension profonde. Épictète enseignait que la véritable liberté ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans le contrôle de nos pensées et de nos attitudes. Il disait, dites-vous d'abord qui vous voulez être. Ensuite, agissez en conséquence. Cet enseignement révèle l'essence de la création d'une identité puissante. Nous devons définir consciemment les valeurs et les principes par lesquels nous voulons vivre. Une identité stoïcienne ne se construit pas sur l'apparence, mais sur des choix conscients et des actions conformes à ces principes. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, renforçait cette idée en déclarant « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous serez libre. » Comprendre cela et renforcer notre identité nous libère des chaînes des opinions extérieures. Cette idée trouve un soutien dans la psychologie moderne. Le concept d'identité narrative suppose que nous racontons tous des histoires sur qui nous sommes. Ces histoires façonnent notre estime de soi et influencent nos décisions. Si votre récit intérieur est une histoire d'échecs, de peur et de limitation, votre cerveau agira pour confirmer cette histoire. En revanche, un récit de résilience et de courage adaptera votre esprit à cette réalité. Par conséquent, réécrivez votre histoire consciemment. Imaginez-vous comme quelqu'un qui apprend de ses erreurs et surmonte les difficultés. Un autre aspect important est la cohérence entre l'identité et l'action. Il ne suffit pas de se déclarer fort si vos actions contredisent cette affirmation. Vous voulez être discipliné. Pratiquez la discipline quotidiennement. Vous voulez être considéré comme digne de confiance? Tenez vos promesses. Les stoïciens insistaient sur l'importance de la cohérence entre les pensées, les paroles et les attitudes. La véritable identité se construit non dans les discours, mais dans un comportement cohérent. De plus, il est crucial de comprendre quelles valeurs soutiennent cette identité. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé prosoc, qui signifie vigilance. Avant chaque décision, ils se demandaient, cette action est-elle conforme aux valeurs que je veux incarner? En agissant ainsi, ils renforçaient leur identité morale et maintenaient leur concentration sur ce qui est vraiment important. Vous pouvez appliquer le même principe quotidiennement en vous demandant, cette attitude reflète-t-elle la personne que je veux être? L'environnement qui nous entoure influence également notre identité. Si nous vivons avec des personnes négatives qui se plaignent constamment et se voient comme des victimes,
nous risquons d'adopter cette mentalité. Les stoïciens conseillaient de choisir soigneusement notre compagnie, car les habitudes des personnes qui nous entourent finissent par s'infiltrer dans notre esprit. S'entourer de personnes partageant des valeurs similaires et aspirant au développement personnel renforce notre identité positive. Enfin, souvenez-vous, l'identité n'est pas un concept figé, mais une construction continue. Chaque jour, nous avons l'opportunité de décider qui nous voulons être et d'agir en conséquence. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes les architectes de notre propre caractère. Si vous voulez la confiance, construisez-la. Si vous voulez la force, pratiquez-la. Votre identité forte n'est pas dans le passé, mais dans le choix que vous faites aujourd'hui. Huitièmement, apprenez à dire non. Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé par des engagements que vous n'aviez pas vraiment envie d'accepter? La capacité de dire non est une compétence essentielle pour maintenir la confiance en soi, la santé mentale et, surtout, la liberté. Cependant, beaucoup de gens ont du mal à refuser les demandes, soit par peur de déplaire, soit parce qu'ils veulent être acceptés, soit parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout faire pour les autres. Le problème avec l'incapacité de dire non est que lorsque vous essayez de plaire à tout le monde, vous finissez par vous éloigner de vous-même. Lorsque nous plaçons les besoins et les désirs des autres au-dessus des nôtres, nous envoyons un message clair à notre cerveau, mes désirs ne sont pas importants. Ce comportement, avec le temps, sape l'estime de soi, génère du ressentiment et fait sentir à la personne qu'elle est insignifiante. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un geste de respect envers soi-même. Le stoïcisme enseigne que nous devons avoir une compréhension claire de nos valeurs et agir en conséquence, même si cela signifie déplaire aux autres. Épictète disait, découvrez d'abord qui vous êtes, puis soyez-le. Si vous connaissez vos priorités et comprenez ce qui est vraiment important, non devient un mot puissant et un outil de protection de votre temps et de votre énergie. Le stoïcien comprend que l'approbation des autres est une préoccupation extérieure qui échappe à son contrôle. Vous êtes responsable de votre conscience, pas des attentes des autres. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, renforçait cette idée, si quelque chose ne vous concerne pas, ne le laissez pas occuper votre esprit. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas porter le fardeau qui ne nous appartient pas. Chaque personne est responsable de son propre bonheur. Lorsque nous apprenons à dire non à ce qui n'est pas essentiel, nous disons en réalité oui à ce qui est vraiment important, nos objectifs, nos valeurs et notre paix intérieure. Cette perspective stoïcienne est soutenue par des recherches en psychologie comportementale qui montrent que les personnes ayant du mal à dire non développent souvent des niveaux plus élevés de stress et d'anxiété. Cela se produit parce qu'en acceptant constamment des tâches et des responsabilités qui ne correspondent pas à leurs priorités, elles vivent dans un état de surcharge et n'ont pas d'espace pour se reposer et se consacrer à ce qui a du sens. Lorsque toute votre énergie est consacrée à des demandes externes, le sentiment de contrôle sur votre propre vie disparaît. Un autre point clé est de comprendre que dire non ne doit pas nécessairement être agressif. Une communication claire et respectueuse est suffisante. Il n'est pas nécessaire de se justifier excessivement ou de chercher des excuses élaborées. Lorsque vous êtes direct et respectueux, et que l'autre personne ne comprend pas, c'est son problème, pas le vôtre. Comme l'enseignaient les stoïciens, ce que les autres pensent n'est pas sous notre contrôle. Lorsque nous disons oui par peur d'être rejetés ou pour maintenir une certaine image, nous trahissons nos principes et notre vérité intérieure. Les stoïciens valorisaient l'authenticité et la cohérence entre la pensée, la parole et l'action. Dire non quand c'est nécessaire est un acte d'honnêteté envers soi-même, une reconnaissance que notre énergie est limitée et doit être dirigée vers ce qui est vraiment important. La pratique du non conscient est également un exercice d'autoconnaissance. Demandez-vous, cet engagement correspond-il à mes objectifs, dis-je oui de mon plein gré ou sous la pression sociale, cette demande empiète-t-elle sur mes limites personnelles? En comprenant les raisons derrière chaque oui et chaque non, vous prenez le contrôle de votre vie. Enfin, souvenez-vous, dire non ne signifie pas repousser les gens, mais protéger l'espace nécessaire à votre propre développement. Lorsque vous apprenez à établir des limites claires, vous attirez le respect et créez un environnement où vous pouvez grandir. Le stoïcisme enseigne que le temps est une ressource précieuse et limitée. Utilisez-le judicieusement. Dites non à ce qui n'ajoute pas de valeur et oui à ce qui nourrit votre âme et renforce votre confiance en vous. Neuvièmement, sortez de votre zone de confort chaque jour. La zone de confort, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est l'endroit où nous nous sentons en sécurité, mais où notre confiance meurt lentement. Rester dans cet espace nous donne un faux sentiment de protection, mais en réalité,
il nous maintient dans la stagnation. Le développement personnel exige de l'inconfort. Lorsque nous évitons les difficultés, nous nous privons des expériences qui nous rendraient plus forts, plus sages et plus confiants. Par conséquent, sortir de la zone de confort n'est pas une option facultative pour ceux qui veulent changer leur vie, c'est une nécessité. L'esprit humain est programmé pour rechercher la sécurité. Notre cerveau primitif comprend que l'inconnu représente un danger, même si dans le monde moderne cette menace n'est pas réelle. Par conséquent, chaque fois que nous essayons d'explorer un nouveau territoire, qu'il s'agisse d'acquérir une nouvelle compétence, de surmonter une peur ou de relever un nouveau défi, le cerveau active des mécanismes d'alerte. Le cœur bat plus vite, les mains transpirent et des pensées négatives envahissent l'esprit. Mais, ironiquement, c'est précisément en traversant ces situations inconfortables que nous grandissons et développons une véritable confiance. Les stoïciens comprenaient profondément la valeur de l'inconfort comme outil de croissance. Épictète enseignait que nous devons être prêts à affronter les difficultés, car ce sont elles qui forment le caractère. Il disait, « Souviens-toi des difficultés, car elles montrent qui tu es vraiment. » Par conséquent, lorsque vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que vous y étiez préparé. Pour les stoïciens, une vie confortable ne prépare pas l'esprit aux inévitables épreuves. L'inconfort, en revanche, renforce l'esprit, enseigne la résilience et montre que nous sommes capables de supporter plus que ce que nous imaginons. Sénèque, un autre maître du stoïcisme, pratiquait ce qu'il appelait la préméditation des maux, s'exposant volontairement à des situations inconfortables, comme dormir dans des lits durs, manger de la nourriture simple et imaginer perdre ses biens matériels. Ce n'était pas du masochisme, mais un entraînement de l'esprit à gérer l'inconfort et à réduire la peur de l'inconnu. Cette pratique stoïcienne trouve un soutien dans la science moderne. Le concept de neuroplasticité montre que le cerveau s'adapte aux expériences que nous vivons. Lorsque nous évitons les situations désagréables, le cerveau renforce les schémas de peur et d'évitement. Mais lorsque nous nous confrontons à de nouvelles situations, nous créons de nouvelles connexions neuronales qui renforcent la confiance. Par conséquent, chaque petit pas hors de la zone de confort, comme commencer une conversation avec un inconnu, tester une nouvelle compétence ou affronter une peur, contribue au développement du courage et de la résilience. Cependant, sortir de la zone de confort ne signifie pas se jeter immédiatement dans des situations extrêmement difficiles. La croissance est un processus graduel. Commencez par de petites choses qui vous causent un inconfort minimal chaque jour. Cela peut être se lever plus tôt, essayer une nouvelle activité physique, partager vos idées lors d'une réunion ou initier une conversation difficile. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de l'action, mais la constance. L'inconfort doit être vu comme un entraînement quotidien, et la peur est le signal que vous sortez de votre zone de confort. Le stoïcisme enseigne à regarder la peur avec curiosité plutôt qu'avec aversion. Au lieu de fuir, nous devons accepter la peur comme une partie naturelle de la croissance. Cependant, sortir de la zone de confort ne signifie pas agir impulsivement. Les stoïciens insistaient sur l'importance de la raison et de la préparation avant de se confronter à un nouveau problème. Demandez-vous, cette action est-elle conforme à mes objectifs, suis-je prêt à affronter les obstacles potentiels? En vous posant ces questions, vous maximisez les leçons tirées de chaque situation. Enfin, souvenez-vous, la véritable confiance ne naît pas du confort, mais de la capacité à surmonter les défis. Chaque pas hors de la zone de confort est une déclaration de force. Lorsque vous décidez d'affronter l'inconnu, vous enseignez à votre cerveau qu'il est capable de gérer les difficultés, et ce sentiment de compétence crée une confiance durable et profonde. N'ayez donc pas peur de l'inconfort. Acceptez-le, car c'est précisément là, au-delà de la zone de confort, que se trouve la meilleure version de vous-même. 10e, pratiquez l'autocompassion. La manière dont vous vous traitez dans les moments difficiles influence grandement votre confiance en vous et votre équilibre émotionnel. Beaucoup de gens pensent que la confiance en soi naît uniquement de la discipline stricte et de l'exigence constante. Cependant, sans autocompassion, l'esprit s'épuise et le progrès devient un fardeau. L'autocompassion n'est pas de l'autosatisfaction ou de la faiblesse, c'est un acte conscient de bienveillance envers soi-même, même face aux erreurs. Ceux qui apprennent à se soutenir eux-mêmes plutôt qu'à se punir créent une base émotionnelle solide pour affronter les défis de la vie. Nous vivons dans une société qui valorise le perfectionnisme et associe l'erreur à l'incompétence. Ce type de pensée crée une pression étouffante qui sape la confiance en soi et génère de l'anxiété. L'esprit humain est comme un sol fertile. Si nous semons des paroles d'encouragement, nous récoltons de la résilience. Si nous semons une critique incessante,
nous récoltons de l'insécurité et de la peur. Par conséquent, l'autocompassion est un pilier indispensable dans la construction d'une identité forte. Les stoïciens comprenaient l'importance d'une relation saine avec soi-même, même s'ils n'utilisaient pas le terme d'autocompassion. Épictète enseignait que nous devons distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Lorsque nous commettons des erreurs, il est inutile de nous tourmenter pour le passé, car l'erreur est déjà commise. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude face aux échecs. Épictète disait, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais nos opinions sur eux. Par conséquent, au lieu de nous étiqueter négativement après une erreur, le stoïcisme nous guide vers une perspective objective sur la situation et l'extraction de leçons. Marc Aurèle réfléchissait également sur l'importance d'un esprit rationnel et compatissant dans ses pensées pour moi-même. Il écrivait, « Si vous souffrez à cause de quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre perception. Vous avez le pouvoir de changer cette perception. » Le stoïcisme enseigne que les erreurs font partie de la condition humaine, personne n'est infaillible. Par conséquent, pratiquer l'autocompassion ne consiste pas à ignorer les erreurs, mais à les accepter comme faisant partie du processus d'apprentissage, sans laisser le sentiment de culpabilité nous paralyser. Cette perspective stoïcienne était soutenue par des recherches en psychologie moderne. Une étude menée par Christine Neff, pionnière dans l'étude de l'autocompassion, montre que les personnes qui se traitent avec bienveillance après des échecs ont généralement plus de motivation pour corriger leurs erreurs et moins de tendance à la procrastination. La raison est simple, lorsque nous comprenons que faire des erreurs n'est pas un crime, mais une opportunité, notre cerveau apprend à associer les problèmes à des possibilités plutôt qu'à des menaces. Cependant, beaucoup confondent l'autocompassion avec l'apitoiement sur soi. Ce sont des concepts opposés. L'apitoiement sur soi place la personne dans un rôle de victime, lui faisant croire que ses difficultés sont uniques et insurmontables. L'autocompassion, en revanche, reconnaît l'erreur mais se concentre sur sa résolution. Le stoïcisme enseigne que nous devons accepter la réalité telle qu'elle est, sans regret. Lorsque nous échouons, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons apprendre de l'expérience et sur ce qui est sous notre contrôle pour nous améliorer. Cette attitude proactive renforce la confiance en soi et stimule la croissance. Un autre point important est la pratique quotidienne de ce soin intérieur. De la même manière qu'un athlète a besoin d'entraînement régulier pour maintenir sa forme physique, l'esprit a besoin de pratiques constantes d'autocompassion. Commencez par observer votre dialogue intérieur. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir des pensées négatives envers vous-même, demandez-vous, parlerai-je ainsi à un ami cher? Si la réponse est non, ajustez le ton. Les stoïciens pratiquaient la prosoque, ou vigilance, pour surveiller leurs pensées et maintenir leur esprit en harmonie avec la raison. De plus, il est important de se rappeler que l'autocompassion n'exclut pas la responsabilité. Mais elle ne cultive pas non plus un sentiment de culpabilité inutile. Lorsque nous commettons une erreur, nous l'acceptons calmement et nous concentrons sur sa correction. Une autocompassion efficace consiste à reconnaître l'erreur, en tirer une leçon et avancer. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par la manière dont nous y réagissons. Enfin, comprenez que le chemin de la confiance est long et semé d'embûches. Les inévitables échecs et moments de doute sont des occasions de pratiquer l'autocompassion. Traitez-vous avec bienveillance, apprenez de vos erreurs et continuez d'avancer. Le stoïcisme enseigne que la vie est imprévisible, mais notre attitude face à elle est toujours sous notre contrôle. Choisir l'autocompassion est un acte de force, pas de faiblesse. 11e, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Prendre soin de votre corps et de votre esprit n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental pour ceux qui veulent avoir de la confiance, de la clarté et de l'équilibre dans la vie. Le corps est l'outil qui nous permet d'agir dans le monde, et l'esprit est la boussole qui guide nos décisions. Lorsque nous négligeons ces deux piliers, tout autour de nous commence à s'effondrer. Une vie pleine de vitalité aspire l'énergie d'un esprit surchargé, et un esprit confus perd sa clarté. La confiance en soi ne naît pas seulement de pensées positives, mais aussi d'une base solide de santé physique et mentale. Prendre soin de son corps va au-delà de l'esthétique. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil de qualité ne sont pas seulement des recommandations médicales, mais aussi des outils pour renforcer votre état d'esprit et votre confiance en vous. Le cerveau dépend d'une quantité adéquate de nutriments pour bien fonctionner, et le système nerveux a besoin de repos pour maintenir la concentration et la stabilité. Par conséquent, ceux qui veulent retrouver leur confiance en eux et transformer leur vie doivent commencer par prendre soin d'eux-mêmes. Un corps en bonne santé renforce l'esprit,
et un esprit équilibré guide le corps. Les stoïciens comprenaient l'importance de cet équilibre. Épictète enseignait que bien que notre essence réside dans la raison et le caractère, nous devons traiter notre corps avec respect, car c'est le soutien physique qui nous permet d'accomplir notre destinée dans le monde. Il disait, prenez soin de votre corps comme d'un serviteur fidèle, mais ne devenez pas son esclave. Pour les stoïciens, la modération dans tous les aspects, y compris l'alimentation, la paresse ou l'obsession de l'apparence, affaiblit le caractère. Dans les soins du corps, nous devons être guidés par la raison, pas par la vanité. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, renforçait cette idée en disant « Ce qui nuit à l'esprit nuit au corps, et ce qui nuit au corps nuit à l'esprit ». Le stoïcisme enseigne que le corps et l'esprit sont interdépendants. Un esprit sain favorise des choix conscients, une activité physique régulière, et un corps en bonne santé assure clarté d'esprit, énergie et bonne humeur. Par conséquent, prendre soin des deux n'est pas un acte superficiel, mais une manifestation de respect pour la vie et les opportunités qu'elle offre. La science moderne soutient cette ancienne sagesse. Des recherches montrent que l'exercice physique régulier augmente la production d'endorphines, des substances qui améliorent l'humeur, réduisent le stress et augmentent l'estime de soi. Lorsque nous nous sentons physiquement bien, notre confiance en nous augmente naturellement. De même, des pratiques telles que la méditation, la lecture et l'écriture réflexive améliorent la clarté d'esprit, les compétences en résolution de problèmes et la stabilité émotionnelle. Cependant, prendre soin de soi ne se limite pas à éviter le stress. Le stoïcisme nous enseigne à entraîner notre esprit à affronter sereinement les difficultés de la vie. Les stoïciens pratiquaient quotidiennement l'analyse de leurs émotions, remettaient en question les pensées négatives et défiaient les croyances irrationnelles. Cette pratique ressemble à ce que la psychologie moderne appelle la restructuration cognitive, remplaçant des pensées déséquilibrées par des pensées plus équilibrées. Un autre point important est l'attention à la consommation d'informations. De la même manière qu'une alimentation déséquilibrée nuit au corps, une surcharge d'informations négatives, inutiles ou anxiogènes surcharge l'esprit. Les stoïciens conseillaient de tendre vers des contenus utiles et de se débarrasser des distractions. Marc Aurèle disait, « La qualité de vos pensées déterminera la qualité de votre vie ». Par conséquent, prenez soin de votre esprit avec la même attention que vous prenez soin de votre corps. Choisissez des matériaux qui vous donnent de la force, entourez-vous de personnes qui vous inspirent et limitez le temps que vous consacrez à des informations non pertinentes. La pratique de la gratitude, enseignée par les stoïciens, est également un puissant exercice pour l'esprit. Sénèque disait que rien n'est plus précieux que de vivre avec gratitude. Lorsque nous entraînons notre esprit à reconnaître les bénédictions quotidiennes, depuis le corps qui nous permet d'agir jusqu'aux petites réussites quotidiennes, notre vision du monde change. La gratitude réduit le stress, améliore le bien-être et augmente la résilience. Enfin, souvenez-vous, prendre soin de votre corps et de votre esprit n'est pas un acte égoïste, mais une responsabilité. Le stoïcisme enseigne que nous devons servir le monde dans notre meilleure version, et nous ne pouvons le faire si nous sommes épuisés, distraits ou malades. En nourrissant votre corps et votre esprit de discipline et d'équilibre, vous créez une base solide pour votre confiance en vous, votre paix intérieure et votre capacité à gérer les défis de la vie. Enfin, 12e, comportez-vous comme si vous étiez déjà une personne confiante. La confiance en soi, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas un sentiment qui apparaît spontanément. Ce n'est pas quelque chose qui vient après un moment de succès ou après avoir entendu des éloges. La confiance se construit par les actions, pas par les pensées. L'une des stratégies les plus puissantes pour devenir une personne confiante est de se comporter comme si vous l'étiez déjà. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'aligner votre posture, vos paroles et votre attitude avec la personne que vous voulez devenir. Lorsque vous agissez avec assurance, votre esprit commence progressivement à croire en cette réalité. Cette idée est basée sur le concept psychologique que le comportement influence les émotions. Si vous attendez de vous sentir confiant avant d'agir, vous resterez probablement bloqué. En revanche, si vous commencez à agir avec courage, même si vous ressentez de la peur, votre cerveau interprétera ces actions comme des signaux de sécurité. Le résultat est une confiance authentique qui se développe avec le temps. Par conséquent, en affrontant des situations difficiles, demandez-vous, comment agirait une personne confiante dans cette situation? Ensuite, adoptez cette posture. La répétition constante de ce comportement transforme votre personnalité. Les stoïciens comprenaient profondément cette relation entre action et émotion. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas directement nos émotions, mais nous contrôlons nos actions face à elles.
Il disait, ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent, et votre vie sera sereine. Pour un stoïcien, l'action correcte doit se produire indépendamment de la peur ou de l'incertitude. Agir avec courage, même si le cœur bat fort, est ce qui renforce l'esprit. Ainsi, en agissant comme une personne confiante, même en présence de peur, vous façonnez votre psyché et construisez une base de sécurité intérieure. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, renforçait cette idée en disant « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Si nous nourrissons des pensées d'incertitude et agissons de manière hésitante, notre personnalité deviendra fragile. Mais si nous agissons de manière décisive, en maintenant une posture droite et un regard fixe, notre esprit comprendra que nous contrôlons la situation. En agissant ainsi, vous indiquez à votre esprit que vous êtes capable de gérer les défis. Cette approche est soutenue par des recherches en neurobiologie. Le cerveau possède des mécanismes de renforcement comportemental. Lorsque nous nous confrontons à des scénarios qui nous mettent au défi et que nous agissons, nous activons des circuits neuronaux qui renforcent la confiance. En revanche, lorsque nous évitons ces scénarios, nous renforçons le sentiment d'insuffisance. Ainsi, en agissant avec confiance, même si cela semble forcé au début, nous reprogrammons littéralement notre cerveau. Un autre point important est la constance. Il ne suffit pas d'agir avec confiance une fois et d'attendre que la confiance apparaisse. Le stoïcisme enseigne que le progrès est le fruit d'une pratique quotidienne. De la même manière que les muscles ont besoin d'entraînement régulier, la confiance en soi a besoin de défis fréquents. Confrontez-vous à des situations inconfortables, acceptez de nouveaux défis et maintenez une posture droite même face à la peur. Avec le temps, cette pratique devient naturelle, et la personnalité d'une personne confiante se consolide. Enfin, souvenez-vous, la confiance n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Le stoïcisme enseigne que la peur est une émotion passagère, tandis que le caractère construit sur des actions courageuses reste. Agissez aujourd'hui comme la personne confiante que vous voulez être demain. Le chemin de la confiance n'est pas théorique, mais pratique, et tout commence par la décision d'agir avec courage. Ici et maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela montre déjà que vous êtes rempli de détermination pour retrouver votre confiance en vous et changer votre vie. Souvenez-vous, la confiance en soi n'est pas un don pour quelques privilégiés, mais une compétence que chacun peut développer avec de la discipline, des actions et, bien sûr, un regard attentif sur soi-même. Agissez comme si vous étiez déjà confiant, prenez soin de votre corps et de votre esprit, confrontez-vous quotidiennement à l'inconfort et pratiquez l'autocompassion. Le progrès peut être lent, mais il est inévitable si vous persévérez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des vidéos qui accélèrent votre développement. Mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo avec ceux qui doivent également entendre ce message et savoir que vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Écrivez dans les commentaires « Prenez soin de votre corps et de votre esprit » ou pour que je sache que vous faites partie de ce groupe d'élite qui aspire à grandir, à apprendre et, surtout, à agir. À bientôt dans la prochaine vidéo.